Bonjour. Alors ce matin, je voulais vous entretenir du sujet de l'architecture. Alors personnellement, mettons les choses au point, je ne suis pas architecte, je n'ai aucune compétence, disons, reconnue en architecture. Toutefois, l'architecture m'a posé des questions et posé des problèmes à beaucoup d'occasions. Parce que déjà en tant qu'homme, puisque je pense que l'architecture c'est une discipline qui doit nous mobiliser, nous faire réfléchir, parce que l'architecture c'est rien d'autre, ça n'est rien d'autre que finalement la fabrication de l'art de la fabrication de bâtiments, qu'ils soient des bâtiments d'habitation, qu'ils soient des bâtiments de l'administratif, qu'ils soient des bâtiments collectifs, une mairie, cela peut être un hôpital aussi. Ça m'a interpellé aussi quand j'avais à l'adolescence, à l'époque où on commence à, je dirais, s'intéresser à l'esthétique, où on est interpellé quand on voit des photos de villes comme Brasilia. Alors maintenant c'est peut-être moins impressionnant, mais à l'époque c'était quand même quelque chose de voir cette ville vide pratiquement, et puis avec ces immenses buildings, ces formes épurées. Et puis ça m'a intéressé aussi par rapport à Monsieur de Varjac, puisque Monsieur de Varjac était architecte. Monsieur de Varjac avait construit nombre de mètres carrés de béton, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Si j'aborde ce sujet-là, ce matin, il est 7 heures là, si j'aborde ce sujet-là, c'est aussi et surtout parce que j'ai vu hier soir, vous savez le matin quand on est là, quand je suis là, j'ai envie de traiter beaucoup de sujets. Je vous confierai que la difficulté et l'erreur que j'ai pu commettre avant, c'est que parfois il m'arrivait d'essayer de traiter 2 sujets comme ça le matin. Mais parce qu'on est dans l'envie, parce qu'on est dans le besoin de faire, on a vraiment envie de faire quelque chose, de parler, d'essayer de faire alors si ce n'est la synthèse, la lumière, une sorte de petit éclairage. Et là, j'ai plusieurs sujets dans la tête et je me force à n'en faire qu'un, n'en envisager qu'un de manière plus complète, dirons-nous, et d'essayer de le développer. Alors, donc quand on parle de l'architecture, si je parle de cela, c'est parce qu'hier soir, j'ai eu l'occasion de voir un programme sur Netflix. On m'a proposé, alors je ne sais plus comment s'appelle le programme, vous retrouverez, c'est un homme et une femme qui le présentent. Ils sont américains, je pense, ou anglais. Et donc, ils présentent 3-4 maisons dans des endroits différents. Alors c'est un programme hyper connu, n'ayant pas cette chaîne-là, quelqu'un est passé chez moi et m'a donc montré un enregistrement, et c'était, je sais pas si on enregistre Netflix, mais bon. Et donc c'était intéressant parce que ça parlait de l'Inde, et j'ai distingué 2 ou 3 points là qui me paraissaient importants par rapport à l'architecture. Un des premiers points, c'est que l'architecture, je pense, intéresse tout le monde. C'est-à-dire que je pense que ce serait... j'ai l'habitude de critiquer la télévision sur certains points, mais disons qu'il y a sans doute, et il y a bien entendu des pépites dans cette télévision et dans ces programmes. Et je pense que regarder un programme de la sorte, ça m'enthousiasme, parce que de voir ce genre de programme, parce que je pense que ça peut-être rendre les gens un peu moins inconscients. Alors, fondamentalement, le concept du programme, il n'est pas révolutionnaire. Les 2 architectes se sont donné... le principe est transposable à beaucoup de domaines. Ça pourrait être la cuisine, ça pourrait être les avions de luxe, ça pourrait être... je ne sais pas, les voitures, voilà. Mais fondamentalement, l'idée, elle est intéressante tout de même. Ils se sont donné pour but de circuler à la surface du monde et d'aller visiter quelques maisons. Alors, bien entendu, l'exercice a ses limites, exercice financier, les limites financières, limites des personnes elles-mêmes, qui disent être des architectes primés, etc. Mais bon... Et donc à chaque fois, la personne s'extasie, puisqu'ils présentent quelque chose, ils vont pas vous dire que c'est nul. Et puis ensuite, ils font une sorte de petit croquis pour expliquer, etc.
Et ce qui m'a choqué un peu, parce que je vous donne mon sentiment, c'est d'une part que ce que j'ai vu, d'abord, ce que j'ai vu n'était pas complètement habituel, hein, c'est-à-dire que ce sont vous pourrez aller voir, il y a la maison en pierre liquide, enfin du coulage de béton, il y a plusieurs types de maisons qu'on voit. Ce qui m'a choqué personnellement, ou surpris dirons-nous, c'est que ces maisons qu'on montrait ne me paraissaient pas, presque toutes, naturellement facile à vivre. Peut-être la troisième à la limite. Mais sur les 4, j'ai l'impression qu'on avait 3 habitations qui au moins n'étaient pas des habitations à vivre. Parce que, posons-nous la question, hein, monsieur de Varjac. Alors, je pense que, je me rappelle bien parler quand on abordait l'architecture de trois fonctions principales. Il y avait la technique qui consiste à la faire tenir debout. Il y avait l'esthétique, l'aspect esthétique qu'on voit, et puis la fonction, ce qu'on allait en faire. Et je pense qu'avec ce canevas, eh bien, on était vite renseigné. Et j'ai l'impression que pour 3 de ces maisons, on avait affaire plutôt à une sorte de, comment dirait-on ? On avait affaire à une accumulation alors c'était pas forcément des prouesses techniques, hein, c'est de détails techniques qui faisaient que on obtenait quelque chose d'original. Hein, original, ça veut dire, on peut prendre plusieurs définitions, mais pour moi c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Bah forcément, on avait quelque chose d'original puisque on donnait libre cours à la création de l'artiste, et puis que cet artiste faisait s'exprimer, ce qui était très intéressant dans un sens. Le problème que je trouve et que j'ai rencontré en art, parce que j'aime faire le parallèle et qu'on retrouve aussi en écriture, c'est que finalement ces maisons, ces habitations, puisque c'était des habitations, elles se réclamaient être des habitations, étaient des habitations qui n'étaient pas spontanément, d'après moi, faciles à vivre. Ou simple à vivre, dirais-je. C'est-à-dire que, mis à part peut-être la troisième, la maison du thé, hein, construite à flanc de coteau, et puis qui donnait vers une mare, un grand petit lac, enfin je ne sais, un grand étang, dirons-nous, eh bien les 3 autres étaient des maisons qui me semblaient spontanément pas faciles à vivre. Alors, à chaque fois, les propriétaires invoquaient le fait que c'était des endroits sympathiques, où on se sentait tout de suite bien, etc. Ben, ce serait un peu malheureux, hein, quand on a dépensé plusieurs millions d'euros peut-être dans la fabrication d'un engin pareil. Ce serait bête si on se sentait pas bien. Bon, toutes les maisons avaient respecté l'originalité de cette architecture-là. C'était que elle était faite dans un pays chaud, hein, puisque c'était l'Inde, près de Bombay, et donc on avait des libertés. On n'était pas comme chez nous, on n'avait pas d'espace fermé, pour ainsi dire, vraiment fermé, hein, beaucoup fermé. Qu'on était sous des grands pans souvent, ou alors et que après l'air circulait. Alors on avait un peu le piège d'avoir créé des espaces avec une belle vue, et le piège d'avoir du mobilier haut de gamme, hein, style jet set ou multimillionnaire. Ça se voit quand même quand on a du mobilier esthétique et bien designé. Donc passer ça, et quand on a enlevé ça, eh bien j'ai l'impression exactement comme dans la peinture, que finalement le papier ne refuse pas l'encre, et comme je le dis, l'espace ne refuse pas le béton ou l'acier. Et finalement, l'architecte était rentré dans alors on va pas dire un délire, mais disons une option, qu'il avait définie comme une sorte de prouesse, hein, et qu'il utilisait. Personnellement, j'ai une version beaucoup plus, comment dirait-on, beaucoup plus simple de la réalité. Pour moi, une maison, elle doit être facile à vivre, elle doit être agréable à vivre, elle doit être aussi facile à entretenir. Or là, on se place, et ça n'est pas une jalousie, on se place d'office dans des maisons qui sont des sortes
qui de toute évidence sont des maisons secondaires, hein, puisque dans la manière dont elles sont créées, dans la manière dont on y accède, dans la manière dont où elles se situent, hein, puisque ce sont des endroits dans les Ghats souvent. Alors vous avez un peu hors de Bombay des endroits où je suis allé avec ma femme plusieurs fois, presque une dizaine de fois, oui, plein d'hôtels. Hein. Alors les Ghats, ça veut dire les marches, les Ghats. Vous avez ça aussi, les Ghats à Benares, vous savez, les marches sur le fleuve. Et donc vous avez ces endroits somptueux avec de magnifiques paysages, des dégradés de couleurs, enfin quelque chose d'absolument somptueux. Et forcément, quand vous construisez dans ces endroits-là, vous faites quelque chose de somptueux. Ce qui me gêne tout le temps dans cette architecture et ce type d'architecture, c'est qu'on donne à voir et on donne à penser une architecture qui est une architecture ambitieuse, mais que cette architecture nécessite une poignée de larbin et énormément de moyens pour l'entretenir, hein, souvent et puis pour la tenir propre, tout simplement. Et je me pose la question, parce que je pose simplement la question de la différence entre est-ce que, vous savez, je crois qu'on dit big is beautiful, hein, c'est vrai que par exemple quand on voit des voitures, quand on voit une Clio, quand on voit une Twingo, hein, sans donner j'ai eu une R5, hein, pour vous dire, donc des R5. Quand on voit une Clio, quand on voit une Twingo, et puis qu'on met à côté une A8, on n'a pas la même impression, dirons-nous. Hein. On a une impression d'imposance, du fait que ce soit imposant, du fait. Seulement la question que je me pose, c'est quelle est la fonction de ces maisons ? C'est-à-dire quand on a une maison de 500 mètres carrés répartie en différents étages, avec des sortes de modules, dirons-nous, hein, bon, pas de centralisation, où finalement les propriétaires ne font pas la nourriture et invitent des amis. Est-ce qu'on peut appeler ça une maison ou est-ce qu'on peut appeler ça un foyer, hein, donc ça c'est la première des questions que je me pose. La deuxième des questions que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas confondu augmentation d'éléments disparates et différents, expliqué comme d'habitude, comme dans les peintures, par un gros discours, hein, parce que quand vous voyez maintenant l'art actuel, c'est beaucoup de discours et puis très peu finalement de laisser cours à l'esprit et à l'explication. Exactement le contraire de ce que disait M. de Varjak, puisqu'il disait qu'une œuvre doit suffire à elle-même et quand on l'observe, on doit, par son intelligence, concevoir tout un tas de choses autour. Donc je me pose la question. De savoir, de poser la question de ça, est-ce que c'est pas comme les œuvres d'art, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des choses que le béton ne refuse pas l'encre, l'espace ne refuse pas le béton, le papier ne refuse pas l'encre, donc on a créé des choses, on a fabriqué, et puis après on a dit voilà j'ai fait ça, j'ai voulu faire ça. En fait ce serait dire que ces maisons-là sont des maisons simplement des performances, pourrait-on dire, hein, qui sont là simplement comme on aurait voulu faire un dessin, une sorte d'esquisse, de pochoir à la peinture, et qui aurait permis de montrer l'habileté quelque part entre guillemets de l'architecte. Moi, quand je vois ces maisons-là, franchement, j'ai l'impression que l'architecte n'est plus au service du client, mais que c'est plutôt le client qui vient acheter une surprise, pour être franc. Qui vient acheter une performance, et qu'on a peut-être confondu surprise et but premier. Alors c'est normal, on ne construit pas, sauf la dernière, et pour laquelle j'aimerais pas habiter dans ce genre de maison, pour être franc, parce que il n'y a aucune jalousie là-dedans, hein, franchement, mais je les trouve disparates, je les trouve... je pense qu'il n'y a pas d'unité dans la plupart, et c'est du spray, vous savez, spray éclaté, quoi. Je parle comme ça parce que c'est le mot qui me vient, c'est de l'éclater, tout spray, vous savez en anglais, c'est la petite pchit là, et c'est ça un peu. On a éclaté l'espace, on a éclaté les plans sur différentes hauteurs, on a, je sais pas, voilà ce que je ressens.
Monsieur de Varjac disait en tout cas que quand on construit quelque chose pour y vivre, ça doit être vivable, etc. Ces gens-là ne se posent même pas la question du vivable. Hein. Ces gens-là viennent là, sont habitués, ils ont peut-être une dizaine de maisons. Alors il paraît que Philippe Stark, je crois que c'est comme ça, le designer, aurait une dizaine ou 2 dizaines de maisons. Donc voilà, c'était une réflexion. Puis plus généralement, réflexion sur l'architecture, les habitations devraient être pensées par rapport... Alors, c'est pareil, regardez, quand vous pensez une habitation par rapport au fonctionnel et à la fonction. Je m'en rends bien compte, un peu comme l'histoire de l'humain qui marche quand il est petit à 4 pattes, quand il est adulte à 2 pattes, et puis quand il est plus grand, plus âgé à 3 pattes. Eh bien, la fable antique, de cette manière, une maison n'a pas les mêmes fonctions. Quand vous arrivez à 2 dans une maison, vous avez besoin d'un certain espace, de certaines conditions. Quand vous commencez à avoir des enfants qui grandissent, vous allez avoir d'autres besoins. Et puis des chambres, de l'espace particulier, des espaces privatifs. Et puis quand vous continuez cela, vous allez avoir à 2, vous avez besoin d'avoir peut-être un espace où vous avez une maison au rez-de-chaussée, et puis des pièces accessibles facilement sans seuil, etc. Donc ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans l'architecture, c'est que on peut l'observer, et puis j'ai été heureux et enthousiaste de voir que Netflix faisait au moins des programmes qui pouvaient peut-être prêter à réfléchir. Alors le risque et l'écueil dans lequel on peut tomber quand on est comme ça dans un programme de ce type, c'est de tomber dans le bling-bling un peu et de tomber dans le... comment dirait-on, un peu dans l'habituel, c'est-à-dire qu'on voit des maisons de millionnaires ou de milliardaires, on a mis du verre, on a mis du béton, on a mis de l'acier, et puis on va vous montrer ça, on va vous choquer. Et je pense qu'il peut y avoir un intérêt parce que l'architecture nous parle. Et ça me conduit à parler de dont je voulais parler. C'est que finalement la fonction de l'architecture, ça doit être aussi la beauté. Ça doit être aussi l'harmonie. Ça doit être aussi, dirait-on, j'allais dire l'humanité, la nature, dans le plus, la vie. Et j'ai l'impression, quand je voyais certaines de ces maisons hier, que je n'étais pas dans la vie, que j'étais dans l'humain. Bon, c'est personnel, mais ma conception de l'architecture se rapproche du naturel, et donc proscrit souvent la ligne droite, car dans la nature, si vous regardez, vous avez rarement des lignes très droites. Or, qu'est-ce qu'on affirme quand on fait de l'architecture? Souvent, on affirme la ligne droite, on affirme la rectitude, on affirme l'horizontale, la verticale, les plans, on affirme l'orthogonalité. Et ce sera un sujet intéressant à développer. J'en reviens toujours à la maison de Gaudi, la Pedrera à Barcelone, qui m'a donné grande impression, puisque là, dans cette maison, presque rien n'est droit. On avait quand même l'impression qu'on habitait à un endroit rassurant, calme, et alors vivant, oui, c'est ce terme, vivant, humain, naturel. Donc peut-être que les gens qui créent ça, les architectes, sont même ignorants de cela, ne réfléchissent pas à cela. De toute façon, ils ne construisent pas pour la plupart du temps des maisons à vivre, ils construisent des maisons à montrer, où ces gens-là ont plusieurs maisons et donc invitent leurs amis, leurs copains, leurs copines à visiter leur maison, qui doit avant tout prouver qu'ils sont des gens qui ont, comment dirait-on, finalement, qui ont l'audace les moyens de pouvoir se payer un délire ou alors une prouesse technique, donc voilà. Peut-être sont-elles à prendre dans ce sens, peut-être sont-elles à prendre dans ce sens, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le sens que je vois dans une habitation que j'ai l'impression que j'avais perçu avec Monsieur de Varjac. Alors ça ne signifie pas qu'on a toujours raison.
Ça signifie que on analyse, à mon avis, quelqu'un qui regarde un programme comme ça, sur des maisons dans le monde, si il le regarde, ce programme, en étant éberlué, épaté par les différentes solutions techniques, il va se lasser au bout d'un moment, hein, parce qu'il va se dire à chaque fois, bon, alors là, la piscine, elle n'est pas déversement, c'est ça qu'on dit, elle est, je ne sais pas, posée au sommet d'un petit cube. Là, la cuisine, elle est faite par des câbles d'acier qui la tendent et elle est en équilibre. Là, le salon, il est fait d'un seul morceau en verre. Donc on peut toujours faire varier les variables, hein. Par définition, une variable varie. Mais je pense qu'il est bon d'avoir, comme dans tout domaine, et même si M. de Varjac l'avait peut-être à un extrême, hein, qui faisait qu'à la limite, par exemple, un livre, une œuvre d'art, il y a le ressenti aussi, hein, le ressenti profond qu'on a. Je pense qu'il faut se créer un schéma, un canevas d'analyse qui permet de réaliser une sorte de lecture de cela, d'explication de cela, et de finalement, comment dirait-on, avis au sens large. Donc l'idée c'est ça, c'est de prôner une manière de voir les choses, mais analytique, d'analyser son regard soi-même, et puis de voir dans quelle mesure nos sensations nous définissent notre jugement. Hein, parce que déjà, bien entendu, j'en suis conscient, ne pas aller sur les lieux et ne pas s'imprégner du lieu, c'est quelque chose qui n'est pas frustrant, mais qui fait qu'on ne peut pas avoir une idée complète de l'endroit. Mais disons qu'avec des photos, avec des images, on a quand même un petit ordre d'idée. Voilà, alors c'était une page sur l'architecture. Je ne peux pas imaginer dire ce qui se passe quand on voit bien entendu de belles images d'architecture, quand on voit de beaux bâtiments. On a un émoi, on a une impression souvent, et je pense, et ça n'est pas de l'explication facile, mais je pense que l'architecture c'est actuellement ou corrompu à du moins cher possible, parce que je n'avais pas compris chez nous, c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on fait des appels d'offres, et souvent on prend le moins cher, donc on prend le moins compétent. C'est souvent affreux, je rappelle le pôle emploi de Bayeux. Ou alors on a des architectes qui vont vers le moi, hein, qui s'observent le nombril et qui regardent, qui dessinent leur gros nombril sur un espace, dans ce cas-là, ou une pente ou un terrain. Donc dans ce cas-là, ça revient à dessiner leur gros nombril, hein, c'est du moi, pas beaucoup d'intérêt, qui est travaillé par le truchement de beaucoup d'instruments, beaucoup de dispositifs qu'on met en place, que ce soit sur le béton, sur l'acier, on fait varier les composantes et on donne l'impression d'avoir quelque chose d'abouti. Et puis, ou alors, parfois, eh bien, on a des commandes fastueuses architecturales de gens comme Mitterrand, qui étaient de véritables sphinx, de véritables nouveaux pharaons, hein, imbus de leur puissance, mais j'aimerais bien qu'on aille vers peut-être une architecture peut-être plus humaine, hein. Le défi peut-être ce serait de créer un prix, et c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais créer Biosphère 3, qui serait aucun rapport avec 1 et 2, hein, qui serait simplement une maison créée pour et par des gens, pour être vivable, bioclimatique et habitable par 3 à 4 personnes dans une certaine comment dire, harmonie et un certain confort. Vous notez que ces gens-là construisent des maisons, les gens dont je parle du reportage d'hier, en accord avec leur personne, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de maisons de plusieurs centaines de mètres carrés, et on y va, c'est parti, on ne va pas leur faire une cabane de 75 mètres carrés. Voilà, c'était petite réflexion. Je remercie la personne qui m'a permis de voir ce reportage. Et puis ça donne à penser que finalement, eh bien, on peut avoir de l'espoir dans certains programmes, ou au moins aller voir certaines choses avec un certain enthousiasme. Alors je vérifie si la petite lumière est allumée derrière, hein, j'éteins les lumières comme d'habitude, c'est le petit rituel, la lumière de la connaissance, l'espoir, la recherche.
Et elle est allumée, vous la voyez ici, hein, elle est là, là, dans ma droite, donc à votre gauche, gauche, c'est ça. Et vous la voyez, elle est allumée, ma petite lumière électrique, je rallume les lumières avec mon doigt, hop, et voilà, nous sommes de nouveau dans la lumière. Je vous souhaite une bonne journée, ce matin qui démarre bien, avec de la brume, et un petit filet de brume. Et puis, j'attends vos commentaires. Bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer cette vidéo. Au revoir.